Allez, on plonge tout de suite dans notre décryptage du jour. On s'attaque à une œuvre fascinante, un véritable antidote philosophique à notre époque qui, soyons honnêtes, tourne souvent beaucoup trop autour de l'ego. À travers les textes magnifiques de Gustave Roud, surtout Essai pour un paradis et pour un moissonneur, on va faire un voyage assez extraordinaire. C'est de la littérature, bien sûr, mais c'est avant tout une vraie quête spirituelle et sociétale. On va vraiment décortiquer ce besoin vertigineux de trouver une existence pure, totalement débarrassée du poids constant de la conscience de soi. Et pour bien démarrer, la préface de Marilyn Desbioles nous donne la clé parfaite. Elle nous invite à une lecture totalement neuve, 100% immersive. L'idée, c'est que pour vraiment capter la philosophie de Roud, il faut faire table rase de nos idées préconçues, oublier nos attentes littéraires et se laisser porter par les mots littéralement, comme si c'était la toute première fois. C'est un peu un appel à faire le grand ménage dans notre esprit pour accueillir l'expérience pure du texte. Ce qui nous amène direct au cœur du réacteur avec cette petite phrase « Me voici nu ». Alors attention, on ne parle absolument pas de nudité physique ici. C'est une métaphore hyper puissante pour décrire un état philosophique bien précis. C'est le désir ultime de jeter par la fenêtre notre esprit moderne, cet esprit toujours fragmenté, toujours en train de s'analyser lui-même. Être nu, chez Gustave Roud, c'est enlever la lourde armure de l'ego pour réussir enfin à exister. Juste exister au monde. Passons à notre premier grand axe, le fardeau de l'ego, ou comment notre esprit devient une prison. Pourquoi l'ego serait-il une prison ? Roud illustre cette angoisse avec une image brillante, celle du nuage. Nuage, tu deviens sans cesse et tu ne peux être. Imaginons un instant. Le nuage est léger, il change de forme au gré du vent, il n'a pas d'identité fixe, il est le miroir inversé de notre agitation. Roud l'envie, presque, parce que nous, les humains, on pèse lourd. On est lestés par ce besoin permanent et épuisant de définir notre « je suis ». Et ce qui pèse le plus lourd, c'est notre propre mémoire. Roud en parle comme d'une véritable tyrannie. Il écrit que sa mémoire est folle parce qu'elle l'oblige sans arrêt à recoller les morceaux, à lier l'enfant, l'adolescent, l'homme qu'il est devenu, juste pour garder une illusion de cohérence. C'est une charge mentale colossale. Ce jeu éclaté, constamment harcelé par les souvenirs et les petites névroses du quotidien, bloque tout accès à une vraie paix intérieure. L'intellect devient carrément un mur infranchissable entre l'individu et l'instant présent. Ce qui nous amène à notre deuxième axe, aimer l'incarnation de la pureté. Face à toute cette angoisse intellectuelle, il y a un déclic. Et ce déclic s'appelle aimer le moissonneur. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'esprit du poète, hyper conscient, anxieux, plombé par son passé et ses grandes questions existentielles. Et de l'autre, on a l'existence d'aimer, totalement unifié. Pas de questionnement, pas d'obsession de soi. Il vit à 100% dans la physicalité de son travail. C'est très exactement ce que Rudolf envie par-dessus tout, être présent au monde sans avoir besoin de tout analyser ou justifier. Pour que ce soit encore plus concret, le texte nous plonge dans une scène d'une beauté incroyable. Le bain dans la rivière. On observe Aimé qui court à travers les champs de seigle pour plonger dans l'eau. Et en lisant ça, on ralentit naturellement le rythme. On ressent cette harmonie physique à l'état pur. Aimé ne se pose pas de questions sur la nature. Il fonce dedans, il en fait partie intégrante. Et la scène continue, devenant un véritable ancrage sensoriel. Aimé sort de l'eau et s'est décrit avec un respect presque sacré, un grand corps repris par l'air, la gorge battante, les yeux fermés. Zéro filtre intellectuel, juste la chair, le souffle, le contact direct avec les éléments. On touche vraiment du doigt la pureté dans ce qu'elle a de plus absolu et de plus terrestre. Et c'est là que Roud met le doigt sur un paradoxe sublime. Il réalise que c'est précisément en se soumettant physiquement à la nature, l'air, la roche, l'eau, qu'Aimé en devient paradoxalement le maître. Il n'essaye pas de dominer son environnement par la force de son intellect, non, il fusionne avec. Et grâce à cet abandon total, il gagne une présence éternelle qui échappe complètement à nos cerveaux modernes surchauffés. Troisième axe, et c'est vraiment le cœur de notre exploration, la quête de l'oubli total de soi. Alors, comment on atteint cet état de grâce ? L'oubli de soi, chez Roud, ce n'est pas qu'une vague idée abstraite. C'est un processus hyper précis, presque spirituel. Ça commence par l'observation hypnotique du moissonneur. Ensuite, on laisse tomber la montre, on perd volontairement la notion du temps en se calquant sur le rythme régulier de la faux. Après, les sens se fondent littéralement dans le paysage. Le but final est vertigineux, se dépouiller totalement de ce jeu, si lourd, de cet ego qui isole l'individu du reste de l'univers. Et là, on bascule dans quelque chose de métaphysique absolument magnifique. L'ego de Roud se dissout à un tel point que ce n'est plus lui qui regarde la nature, mais la nature qui prend conscience d'elle-même à travers son regard. La lumière prend la parole. Je ne savais pas que j'étais lumière, dit la lumière, avant de m'être vu vivre dans ses yeux d'homme. C'est la résolution finale, une communion si parfaite qu'il n'y a plus aucune frontière entre l'homme et le monde. Tout ce processus est guidé par une chronologie très concrète, celle de la journée de moisson. L'horloge du champ devient le mode d'emploi pour apaiser l'esprit. Le matin, c'est l'action et l'émergence dans la lumière. À midi, le temps s'arrête,
c'est le repos absolu sous une chaleur écrasante, un présent suspendu. Et le soir, c'est l'abandon et l'épuisement paisible qui prennent le relais. C'est le grand cycle biologique et naturel qui vient remplacer l'horloge stressante de notre monde. Et on arrive à notre quatrième partie, une spiritualité terrestre. La conclusion de cette longue quête est absolument fascinante. On ne parle pas ici d'une spiritualité qui cherche à fuir vers le ciel, mais bien d'un ancrage total dans la terre. Roule l'exprime magnifiquement bien. En vérité, j'en arrive à ne désirer plus que ce qui est. Pour lui, le paradis, ce n'est pas pour plus tard. Chercher autre chose, espérer un monde meilleur, c'est finalement le symptôme de notre insatisfaction chronique. Le vrai paradis, c'est simplement d'accepter et d'embrasser ce qui est déjà là, ici et maintenant. Pour ancrer définitivement cette philosophie, on a ce dernier détail sensoriel, plein de sueur et de réalité. Rood observe le moissonneur endormi, vêtu de bleu de ciel et de brun de seigle. À travers ses vêtements usés, par sa fatigue écrasante, le corps de ce travailleur devient le trait d'union exact entre le ciel et la terre. Le divin n'est plus un concept lointain, détaché de la poussière. Il s'incarne totalement dans ce corps humain, reposant à même le sol. Ce qui nous laisse avec une question énorme pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Dans une époque comme la nôtre, saturée par un hyper-individualisme forcené, où on nous pousse non-stop à mettre notre ego en vitrine, cette vieille quête poétique des années 30 résonne de manière assez spectaculaire. Est-ce que le salut, la paix intérieure, se trouve non pas dans l'affirmation bruyante de notre identité, mais dans son effacement pur et simple au cœur du monde? C'est une réflexion profondément libératrice à garder en tête. Merci d'avoir partagé ce moment d'exploration et à très bientôt pour un nouveau décryptage.